Bonjour, bienvenue dans cet atelier numéro 3. Avec Christophe Gallet, nous allons vous présenter comment gérer les données énergétiques, données process d'une installation industrielle. Nous allons vous expliquer dans cet atelier comment nous instrumentons nos machines de façon à remonter les données en temps réel, de façon à monitorer la production, avoir une visualisation directe des données et améliorer les temps d'intervention par une maintenance préventive la plus efficace possible. Vous pouvez voir sur cette architecture comment nous allons remonter l'ensemble des données via les réseaux Profinet, via les réseaux IO-Link, de façon à mettre à disposition des décideurs et des intervenants les données nécessaires. On va retrouver des capteurs, des mesures énergétiques et des mesures d'actionneurs de façon à être efficient sur le process. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cet atelier. Dans un premier temps, nous allons donc vous présenter les composants à mettre en place pour surveiller et adapter les consommations énergétiques, améliorer la qualité de production et maîtriser le coût de fabrication dans le monde de l'industrie 4.0. Le but de ces composants, c'est de procéder à une analyse des données terrain et surveiller les variations de consommation et les comportements anormaux des systèmes. La centrale de mesure d'énergie s'affiche comme le moyen le plus rapide pour surveiller l'alimentation électrique et avoir une visibilité sur les consommations d'énergie. Elle est raccordée sur le circuit de puissance de l'alimentation générale. Elle permet de collecter et transmettre les valeurs énergétiques telles que le courant et la tension à l'automate à travers un bus de terrain. Il est alors possible d'analyser la consommation sur une production et éventuellement de calculer le coût de production. Concernant l'alimentation des circuits de commande, il est intéressant d'installer une alimentation connectée au réseau de la machine afin de contrôler et surveiller chaque circuit d'alimentation. On peut avoir par exemple 4 départs séparés, un pour l'alimentation des capteurs, un pour le circuit automate IHM, un pour le circuit de sécurité et un pour la commande des composants de puissance. Le paramétrage et la surveillance des circuits d'alimentation devient accessible depuis l'automate. Il est alors possible de régler individuellement la tension, le seuil de déclenchement de courant, de consulter de nombreuses informations de diagnostic, tant sur l'état de l'appareil que sur l'état des différentes sorties, et permet ainsi d'assurer la localisation et le diagnostic rapide des défauts, par exemple l'état de charge des sorties, un défaut de phase, une coupure de courant, une surchauffe. Au niveau des composants de puissance, nous retrouvons les départs moteurs. Nous avons les départs moteurs standards, équivalents à un ensemble disjoncteurs plus contacteurs plus relais thermiques, qui peuvent être intégrés directement dans la config automate. Ils permettent ainsi de gérer la mise en et hors service des moteurs, et aussi de contrôler le courant moteur en fonctionnement, le temps de fonctionnement, et remonter les diagnostics. L'inconvénient, ce sont les pointes de charge lors du démarrage qui se traduisent par un courant d'appel élevé, des pics de courant et une usure mécanique importante. L'utilisation d'un démarreur progressif évite justement ces phénomènes lors des démarrages. En limitant l'énergie appelée au réseau et en diminuant les contraintes sur l'installation, les démarreurs électroniques progressifs optimisent le contrôle du courant et de la tension au démarrage, mais aussi à l'arrêt du moteur. L'ensemble connecté sur le réseau machine permet de surveiller l'énergie consommée par le moteur, les temps de fonctionnement et les diagnostics. Inconvénient, le nombre de démarrages par heure est limité. Pour améliorer l'énergie consommée, l'utilisation d'un variateur de fréquence est la mieux adaptée. On retrouve les avantages du démarreur électronique sans limitation des démarrages. Et en plus, on a la possibilité de diminuer la vitesse de rotation, voire de mettre en stand-by le moteur lorsqu'il n'est pas utilisé. L'ensemble connecté au réseau machine permet de remonter une quantité d'informations comme la vitesse, le courant ou le couple. Toutes ces données sont importantes aussi bien pour l'opérateur que pour la maintenance prédictive. En complément des données énergétiques, nous allons pouvoir remonter les données process. Et pour ce faire, nous allons utiliser un protocole qui s'appelle IO-Link, qui va nous permettre de remonter sur un seul câble plusieurs données. Un exemple, le capteur de débit d'air sur lequel on peut remonter le débit, la pression et la température. Ce réseau IO-Link est un nouveau standard qui s'impose, qui permet de réduire les temps de mise en service, les temps de câblage, de limiter les perturbations, puisqu'on est en données numériques, on n'est plus en données analogiques. Ça permet d'avoir une plus grande disponibilité des données et d'assurer des contrôles et des surveillances à distance par la remontée des données dans les automates. C'est un dispositif qui permet de simplifier
le raccordement et l'utilisation, y compris sur les opérations de maintenance, puisque la sauvegarde des données du capteur peuvent être sur le capteur ou dans l'automate ou sur une console. Ceci a pour but d'avoir une efficacité et une économie accrue des coûts. Une petite parenthèse pour apporter des précisions sur le réseau IO-Link, qui va permettre d'avoir des diagnostics beaucoup plus rapides, comme je l'ai dit précédemment, d'avoir des perturbations minimisées, d'optimiser la maintenance prédictive grâce aux installations maximalisées et optimisées, d'avoir une planification de la maintenance préventive en pouvant mettre des seuils d'alerte et avoir une meilleure gestion de l'énergie. Ceci, notamment quand on parle du débit d'air, ce que je vous expliquais tout à l'heure, où on peut remonter d'autres données que simplement le débit. Un capteur IO-Link est associé à sa fiche IODD, c'est ni plus ni moins que la carte d'identité du capteur, qui va être sauvegardée dans le capteur ou dans l'automate ou sur des données à part. Elles permettent de remonter des données de process, des données de service, des temps de fonctionnement et une identification de l'appareil. Toutes ces informations sont mutualisées et standardisées par tous les fabricants. Donc tous les fabricants qui ont adhéré à ce consortium d'IO-Link fournissent le même IODD avec les mêmes données répertoriées dans une table de données. Dans cette démonstration, nous allons intégrer et paramétrer un détecteur de distance optique IO-Link référence OGD 592 dans une configuration automate Siemens composée d'un automate 1200. Pour pouvoir accorder et traiter ce capteur, nous avons besoin d'une carte mètre IO-Link et d'un câble standard 5 pôles non blindé. Il suffit ensuite de raccorder le capteur à l'automate. Ce câble est donc composé de 5 fils, 2 pour l'alimentation sur les bornes 1 et 3, 1 pour la masse sur la borne 5, 1 pour éventuellement récupérer une information délivrée par le capteur sous forme de contact sec sur la borne 2, et enfin un brin pour le signal numérique IO-Link sur la borne 4. Dans notre configuration, nous souhaitons passer par des répartiteurs installés dans la machine. Dans ce cas, il faudra définir un répartiteur mètre IO-Link pour raccorder le capteur. Notre capteur pourra être raccordé sur le répartiteur avec le même type de câble, à savoir un câble standard 5 pôles non blindé. Il suffira ensuite de raccorder notre répartiteur à l'automate. Pour l'étape suivante, nous avons besoin de récupérer sur le site du fabricant le fichier IODD et le fichier descriptif de l'interface IO-Link. Sur le site, nous allons donc télécharger ces deux fichiers à ce niveau-là. On retrouve le fichier IODD et le fichier PDF de la notice descriptive. Une fois téléchargé, nous retrouvons la notice descriptive au format PDF et le fichier IODD du capteur contenant les informations sur l'identité de l'appareil, les paramètres, les données de processus, les données de diagnostic, les propriétés de communication et la conception de l'interface utilisateur. Dans le fichier descriptif, on retrouve les variables de process et les variables état et paramétrage du capteur. Suivant le paramétrage côté automate, il est possible de récupérer toutes les données mises à disposition ou uniquement les données process si on ne souhaite pas exploiter les données état et paramétrage. Nous allons maintenant paramétrer l'interface IO-Link dans TIA Portal. Nous partons donc de notre configuration précédente où nous retrouvons l'automate, le répartiteur et le capteur. Nous avons besoin d'un PC raccordé à l'automate avec lequel nous utiliserons le logiciel TIA Portal pour la programmation de l'automate et le traitement du capteur. Dans TIA Portal, nous disposons d'une application S7PCT pour paramétrer et tester les composants IO-Link. Cette application met à disposition un catalogue IODD dans lequel il est possible d'importer de nouveaux fichiers IODD. Il suffit ensuite de sélectionner le bon IODD et de glisser sur un des 4 emplacements du répartiteur. Une fois le capteur installé, nous pouvons paramétrer le capteur, visualiser en ligne les données qui remontent du capteur, générer le fichier UDT qui nous permettra de récupérer les données du capteur dans TIA Portal,
Il nous reste à sauvegarder et transférer les données, à savoir le fichier UDT et la configuration du capteur. Nous pouvons retourner dès à présent dans TEIA Portal. Côté programme automate, il suffit de créer une variable avec le fichier UDT que l'on vient d'importer. Il est maintenant possible de visualiser la valeur du capteur et de récupérer les données. Nous pouvons maintenant traiter cette valeur dans le programme automate. Toutes ces données sont remontées et traitées à l'automate. La mise en service d'un serveur OPC-UA permettra de remonter les données automates au niveau du serveur client pour être traitées par les différents services. OPC-UA est une technologie particulièrement intéressante lorsque les automates sont connectés au réseau Ethernet de l'usine. Dans ce cas, contrairement à une technologie bus de terrain, il n'y a pas d'installation physique à prévoir, tout est communication logicielle. Le protocole est indépendant des fabricants de composants, des langages de programmation ou du système d'exploitation. L'approche OPC permet généralement de récupérer plus de données qu'une approche par récupération via des boîtiers d'acquisition. De plus, OPC-UA est une technologie standard qui communique avec tout type d'automate. Nous allons voir comment mettre en service le serveur OPC-UA côté automate et comment traiter une donnée à travers Node-RED. Pour information, Node-RED est un outil d'automation de flux nous permettant de contrôler et interconnecter des services cloud ou des objets connectés entre eux. L'industrie 4.0 nécessite que les process machines puissent communiquer avec les systèmes informatiques du client afin de remonter de la donnée. Pour ce faire, nous pouvons mettre en place un serveur OPC-UA. En langage informatique, le protocole OPC-UA adopte le mécanisme dit client-serveur. Le client correspond au PC du client, le serveur correspond à notre automate. Le client demande la valeur du capteur au serveur, le serveur lui renvoie la valeur. C'est toujours le client qui lance les requêtes et qui est à l'origine des échanges. De nos jours, de plus en plus de composants intègrent la fonction serveur OPC-UA. C'est le cas pour notre automate. À l'aide du logiciel TEIA Portal, il suffit juste d'activer les options dans les propriétés de l'automate. On a besoin d'activer le serveur OPC-UA, régler le niveau de sécurité, installer la licence pour pouvoir faire fonctionner le serveur et sélectionner les variables que l'on souhaite échanger. Côté PC client, nous devons installer l'environnement d'exécution, l'application Node-RED qui permettra de faire l'acquisition des données qui remontent de l'automate, sécuriser le réseau. Ensuite, il sera possible par exemple de créer une application pour suivre et analyser les données depuis un PC, un smartphone ou autre appareil. Il ne reste plus qu'à utiliser l'application pour pouvoir suivre en dynamique nos données. En complément de l'OPC-UA, il existe un autre protocole, le MQTT, qui permet de mettre à disposition sur de nombreux fabricants des données à disposition via des FB, des blocs fonctionnels dans les automates, et de renvoyer soit sur, comme l'a dit Christophe, sur des Node-RED, des informations. Donc le principe il est le même, si ce n'est que c'est un autre type de fonctionnement qui met à disposition en temps réel les données. Donc ce protocole MQTT, vous pourrez approfondir au travers des différents fabricants les données dont vous avez besoin. Pour protéger toutes ces données, car dans un monde hyper connecté où tout le monde veut avoir les données sur tout, il est important de parler de cybersécurité. Il faut effectivement protéger les données. Les informaticiens ont l'habitude de protéger leurs serveurs et leurs différents accès aux ordinateurs. Donc ça concerne plutôt l'IT. Mais concernant les données de production, les données process, tout ce qui est OT, on est moins averti et les interlocuteurs sont moins aguerris sur comment protéger ces données. Donc, il faut savoir que la cybersécurité, il faut imaginer un château fort, nécessite d'avoir plusieurs enceintes. Une seule enceinte ne suffit pas. Nous allons nous concentrer sur le dernier rempart qui va protéger notre installation industrielle par rapport au réseau de l'usine. Nous allons pour ce faire, sur chacune de nos installations, mettre en place un switch manageable
en cybersécurité qui sera paramétré et qui permettra d'ouvrir des VPN suivant ce que nous indiquera le référent informatique pour remonter ces données. Donc au travers de ces switches qui sont standardisés et homologués par l'ANSSI, nous pourrons protéger notre installation et nous pourrons également protéger le programme automate puisque les automates Siemens permettent d'avoir une certification ANSSI et d'installer des mots de passe à l'intérieur et de protéger ce programme pour qu'il ne soit pas attaqué. Ce point est devenu hypersensible sur les installations industrielles, c'est-à-dire qu'il faut vraiment penser et discuter lors d'un projet de la cybersécurité sur un équipement industriel. En conclusion, au travers de cette architecture d'automatisme, nous vous avons présenté avec Christophe la méthode que nous adoptons pour remonter des données process, des données énergétiques et les mettre à disposition des utilisateurs, des intervenants techniques et des décideurs. Nous vous proposons de nous retrouver dans un temps d'échange et pour répondre à vos questions-réponses, à vos questions plus exactement, avec Christophe dès maintenant. Bon après-midi. Combien de temps, Guillaume ? Merci à tous de cette participation à cet atelier. On démarre la phase de questions-réponses. Donc, une première question concernant l'intégration de la cybersécurité. Oui, il est envisageable, il n'est pas nécessaire d'avoir une installation neuve pour intégrer la cybersécurité. La réflexion se pose au moment du rétrofit, notamment de la partie automatisme, et de voir comment la machine va être interconnectée avec les réseaux informatiques de l'usine. C'est à ce moment-là, dans l'étude avec le référent informatique, qu'on peut installer des switches manageables en cybersécurité et de réfléchir à quelle protection et quelles ouvertures on va laisser au travers de ce switch manageable. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a une première question concernant la connexion d'un capteur IO-Link sur une installation existante. Oui, c'est tout à fait possible de connecter un capteur IO-Link sur une installation existante. Plusieurs façons de le faire, soit effectivement en ajoutant un répartiteur IO-Link qui va être connecté en réseau Ethernet sur l'automate existant. L'autre possibilité, c'est de rajouter une carte automate éventuellement directement dans l'automate existant et venir raccorder et paramétrer le capteur IO-Link. Donc il n'y a pas de difficulté à rajouter des capteurs IO-Link sur une installation. Après, l'intérêt de cette solution, c'est de pouvoir remonter des données supplémentaires. Il va falloir traiter ces données supplémentaires, soit dans l'automate, soit par le répartiteur pour les remonter sur un superviseur et monitorer ces données supplémentaires. Une autre question, si vous avez. Alors, peut-on ajouter des mesures énergétiques lors d'un rétrofit? Pas de souci sur les mesures énergétiques. Chaque fois qu'on a une alimentation électrique, on peut envisager rajouter différentes moniteurs de mesures énergétiques, soit une centrale de mesure, soit des énergémetteurs, soit des mesures de courant, soit sur certains variateurs, on peut aller chercher directement le courant consommé. Donc il est tout à fait possible, effectivement, dès qu'on rajoute un composant, ou de rajouter des composants supplémentaires pour les monitorer, les données énergétiques. Encore une fois, ce qui est intéressant lorsqu'on rajoute des éléments de mesure, c'est de savoir quelles informations on a besoin ou quelles informations on recherche et quel est le but de cette information. Concernant la cybersécurité, toujours autour du rétrofit, il est tout à fait possible de rajouter effectivement de la cybersécurité à partir du moment où on va changer l'automate et de paramétrer les canaux et les VPN de cet automate en protégeant par des mots de passe les programmes automates, tout ou partie. On peut protéger soit globalement la CPU avec tous ces programmes, soit différentes parties de programme par des mots de passe. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, il est toujours possible sur une installation de rajouter un switch manageable de cybersécurité et de paramétrer avec le référent informatique les données
pour savoir vers quel poste on va les envoyer. Donc, toutes ces solutions ne sont pas dédiées à des équipements neufs, mais on peut les installer et monitorer les données, en particulier la donnée énergétique qui doit être suivie dans le temps pour chercher à optimiser nos consommateurs. D'autres questions ? Bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore cet atelier numéro 3 et je vous invite à nous rejoindre pour la conclusion et à l'année prochaine pour un nouvel atelier. Bonne journée.